L'actualité de la semaine, bienvenue dans votre rendez-vous du week-end sur les antennes d'Azur TV. Un condensé des temps forts de l'actualité depuis le début de la semaine. Une semaine que nous avons commencé mardi avec un retour sur la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était dans la cité phocéenne lundi dernier. Plusieurs annonces, notamment la création d'un commissariat dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille. Reportage signé Valentin Rodriguez. Des bureaux de police vétustes et inadaptés, 25 effectifs pour les deux structures pour un total de 160 000 habitants. C'est le constat des commissariats du 13e et 14e arrondissement. Avec l'annonce de Gérald Darmanin, la mairie de secteur se félicite de l'avancée du projet du nouveau commissariat. C'est un commissariat, un grand commissariat qui se situera dans le 13e arrondissement à Château-Gombert. Un terrain qui appartient aujourd'hui à 13 habitats et qui va être donné donc, par le département pour un euro symbolique. Un grand commissariat qui accueillera 100 effectifs. Donc on vient tripler les effectifs de police sur notre secteur et ce commissariat verra le jour en 2024. La somme de 9 millions d'euros va être investie par l'État dans ce commissariat. La police marseillaise est soulagée. Il faut bien comprendre qu'un policier qui travaille dans des locaux neufs, avec aucune difficulté pour se stationner, il est quand même plus content d'aller au travail que quand vous arrivez dans un endroit où vous ne pouvez pas vous stationner et les locaux sont pourris. C'est juste une productivité qui sera beaucoup plus intéressante pour les policiers et en l'occurrence pour la totalité de la population marseillaise. La mairie de secteur travaille avec la préfecture depuis 11 mois sur ce nouveau projet. Un projet qui divise les habitants du 13e et 14e arrondissement. Moi je préfère avoir de la proximité plutôt qu'avoir un grand établissement et faire la queue. C'est mieux la proximité, il n'y a rien qui remplace ça, quoi. Moi je pense qu'un grand commissariat qui s'occupe de tout le monde, c'est mieux que des petits commissariats qui ne font rien pour personne. Voilà. Ça fait loin d'ici. C'est vrai que le 13e, c'est le plus gros arrondissement, puisqu'il y a 150 000 personnes. Mais c'est vrai que ça fait loin, quoi. Voilà. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra fin août prochain pour présenter les contours de ce nouveau commissariat. Mardi, nous revenions également sur le saccage de la mosquée de Nice, le lieu de culte qui est installé dans la plaine du Var, à l'ouest de la capitale azuréenne. Reportage signé Claudia Olivier. Donc il est rentré de la porte de secours. 24 heures après les faits, Mahmoud Benzamia est toujours sonné par sa découverte. Lundi matin à 4h30, au moment de la prière, le recteur de la mosquée En-Nour à Nice-Ouest a découvert le lieu de culte complètement saccagé. On voit dans son comportement comment il est violent. Il prend des chaises, avec ces chaises, il casse avec violence, bien évidemment, c'est l'écran, et puis il saccage, et voilà. Écran cassé, matériel dérobé, caisse de quête volée. Le cambrioleur a été rapidement interpellé grâce à la vidéosurveillance. Un homme qui avait été aperçu autour de la mosquée, Mahmoud Benzamia a pu discuter avec lui après son arrestation. Il est venu, donc avec les enquêteurs, il a demandé des excuses. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as cassé un lieu sacré, donc sa réponse était simple et banale. Oui, j'étais pas bien, j'ai pris des cachets, et puis voilà. Donc c'est ça sa motivation en fait. Un saccage et un cambriolage qui a ému la communauté, mais pas seulement. L'ancien conseiller municipal socialiste Patrick Allemand, qui avait défendu l'ouverture de la mosquée, regrette qu'elle ne soit pas mieux protégée. Je suis très attaché à ce que toutes les religions aient leur lieu de culte protégé. Et là, on a pu constater qu'il n'y avait pas de protection, puisque l'individu est rentré tout seul, tranquillement si j'ose dire. Même s'il s'est opposé à l'ouverture du lieu de culte en 2016, le maire de Nice, Christian Estrosi, a condamné le saccage de la mosquée. Ses responsables demandent plus de sécurité autour de l'enceinte qui peut accueillir 800 fidèles.
L'un des invités de ce mardi 25 mai dans le Grand Direct sur les antennes d'Azur TV, c'était Franck Goldnadel, le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Nous avons évoqué avec lui notamment la reprise de l'activité pour l'été à l'aéroport de Nice. Je me suis plongé un peu dans les chiffres. Évidemment, vous avez été impacté par la Covid-19 avec la fermeture d'un terminal notamment. Avant la crise de la Covid-19, on avait 120 destinations, 44 pays, 13 millions de voyageurs qui passaient par... 14 millions même par l'aéroport de Nice. On pourrait se dire que là, avec la réouverture, vous allez y aller doucement. Eh bien non, cet été, 90 destinations seront desservies, 137 pays, et vous payez même le luxe d'ouvrir de nouvelles destinations avec Minorque et Southampton. Ça veut dire que vous avez anticipé depuis un moment cette reprise et que l'été se présente sous de bons auspices malgré tout. Alors, ça va être un été sous de bons auspices, en tout cas meilleur que ceux de 2020, que l'été de 2020. C'est très lié à l'actualité que vous avez décrite il y a quelques minutes. La vaccination qui avance, les pays européens et pays internationaux qui se mettent d'accord entre eux pour permettre aux gens de voyager, ce qui n'était pas le cas à l'été 2020. Et ça aide globalement le transport aérien à redémarrer. Et c'est vrai que tout en garantissant des mesures sanitaires maximales, on peut imaginer revoyager cet été. Alors, évacuons tout de suite la question du pass sanitaire. Vous me le disiez pendant le reportage précédent, vous êtes pour, c'est ce que vous venez de dire, que ça va considérablement aider le transport aérien. Et donc aussi les voyages avec certains pays. Alors, le Brésil, c'est peut-être un cas particulier, mais par exemple les États-Unis, où on va pouvoir y retourner assez vite avec ce pass sanitaire. En tout cas, on attend avec... les précisions du gouvernement et avec impatience les décisions du 9 juin, où l'Europe devrait se mettre d'accord avec un certain nombre de pays pour permettre à nouveau aux touristes ou aux personnes qui ont du business à faire de pouvoir voyager soit vers les États-Unis, soit vers le reste du monde, en passant par exemple par Dubaï, puisque ce sont deux destinations phares de l'aéroport de Nice qu'on espère pouvoir réouvrir. Donc New York et Dubaï, c'est ça. Parce qu'on rappelle que c'est un aéroport évidemment international, le deuxième aéroport de France après Paris. Et c'est important aussi d'être en capacité d'accueillir évidemment, parce que nous, Azuréens, habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est bien que l'on puisse partir, mais c'est bien aussi d'accueillir les touristes. C'est un poumon essentiel de l'activité touristique. En tout cas, toutes les réunions que je peux faire avec les acteurs économiques du territoire montrent que tout le monde attend le retour du tourisme et du tourisme d'affaires en particulier pour permettre aux entreprises de redémarrer. Notre vocation, elle est simple, c'est d'être la porte d'entrée et de sortie du territoire. On a un territoire attractif, vous l'avez dit tout à l'heure, le Var est plébiscité en matière de destination. Il faut donc que l'aéroport qui dessert ce territoire soit là présent. C'est pas simplement la société que je représente, c'est tous les acteurs du transport aérien, tous les acteurs de l'aéroport qui sont mobilisés pour permettre aux voyageurs de voyager cet été. Parce qu'on rappelle aussi cette complémentarité entre l'aéroport de Hyères et l'aéroport de Nice pour irriguer le Var. Il y a aussi l'aéroport de Mandelieu, mais qui a une activité un peu plus de niche. En tout cas, on a un système aéroportuaire qui permet d'avoir une complémentarité. On le voit et on l'a vu les années passées, le fait d'avoir Cannes et Nice permet globalement d'avoir de la capacité sur Nice pour accueillir de l'aviation commerciale, ce qui est la demande principale. Et le fait d'avoir ce système aéroportuaire qui fonctionne ensemble, de façon intelligente et intégrée avec le territoire, c'est la meilleure possibilité demain de développement. Alors, sur les chiffres, on aura 1000 vols par jour quand même assurés à l'aéroport de Nice. Au niveau des contrôles, vous vous êtes organisé, vous continuez de vous organiser. Ça se passe comment aujourd'hui quand on atterrit à Nice, selon si on vient de Paris, par exemple, ou d'un pays étranger dans lequel on peut voyager? Alors, on suit scrupuleusement avec les services de l'État, parce qu'on n'est pas seul à le faire, les mesures qui sont décidées par le gouvernement. Et si vous venez d'une provenance d'un territoire rouge, par exemple, vous avez su qu'il y a 15 jours, 3 semaines, la Turquie était rentrée dans les pays sur lesquels il y avait des contrôles systématiques qui étaient faits aux frontières, mais typiquement, cette provenance fait l'objet d'un contrôle spécifique. Les passagers sont débarqués dans une zone à part, sont soumis à des contrôles par les services de l'État, et une fois que ces contrôles
contrôles sont effectués, une fois qu'on leur remet l'ensemble des documents qui leur permettent d'assurer une traçabilité après derrière là où ils sont, eh ben, ils rentrent dans le circuit normal. Mais il y a bien un contrôle spécifique qui est fait. Un début de semaine sur les antennes d'Azur TV où nous vous proposions ce gros plan sur les locations saisonnières. Le département du Var est désormais le premier département de France en termes de réservation pour cet été devant Paris. Explication et reportage de Marion Colangelo. Le Var devance Paris en nombre de réservations pour les vacances d'été. C'est en tout cas ce qu'affirme le géant de la location sur Internet Airbnb. Si jusqu'à présent le département était la première destination touristique de France après la capitale, il semblerait que la crise sanitaire ait changé la donne. En effet, les réservations vers les zones rurales ont explosé cette année, passant de 29% en 2019 à 45% en 2021. Une popularité qui n'est pas le fruit du hasard, selon l'agence de promotion du tourisme Visite Var. Le Var est une destination totalement sécure, accessible en voiture. Donc là, ça a beaucoup aidé au niveau de la clientèle française, puisque le Var, c'est aussi 80% de clientèle française qui vient soit en voiture, soit par train. Donc effectivement, une destination totalement sécurisée. C'est des personnes qui sont venues en plus grand nombre également sur l'été 2020 et qui certainement vont revenir puisqu'ils ont vu que les professionnels appliquaient scrupuleusement toutes les procédures et dispositions sanitaires. Donc le Var, une destination sécuritaire, en même temps très attractive par rapport à son environnement, son patrimoine et la qualité des prestations des entreprises touristiques. Le Var, ses grandes plages, ses îles, ses forêts et ses villages pittoresques, autant d'atouts qui séduisent les touristes français et étrangers pour le plus grand bonheur des professionnels de la location saisonnière. Il faut bien voir que là, on est passé devant Paris strictement sur l'hébergement en location touristique, parce que Paris et Île-de-France, quand on dit après Paris, c'est Paris, la région Île-de-France, a une offre beaucoup plus importante, que ce soit en location touristique, en hôtellerie, en résidence de tourisme. Donc là, effectivement, c'est un épiphénomène. Mais ce qui est surtout important, c'est que ce phénomène continue, parce que sur les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, il y a beaucoup d'attractivité sur la destination Var, notamment aussi sur les locations touristiques. Pour l'été qui démarre, il faut donc s'attendre à une fréquentation très forte dans le Var. Une bonne nouvelle pour l'économie du tourisme. Chaque été, le département accueille 9 millions de visiteurs pour un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. Et pour terminer avec l'actualité de mardi, Yentel Criado était à la réouverture des thermes de Marseille, les thermes de Camoins-les-Bains. 7 mois de fermeture et un vrai plaisir pour les curistes de retrouver un lieu où ils viennent avant tout pour se soigner. Ils étaient impatients de retrouver leur salle de soins. Massage sous l'eau pratiqué par des kinésithérapeutes ou encore aérosol pour des problèmes d'ORL, les curistes sont au rendez-vous en ce jour de réouverture. La cure thermale des Camoins à Marseille a rouvert ses portes ce mardi matin après 7 mois de fermeture. Un soulagement pour ses clients. Moi, j'en ai vraiment besoin pour mes sinus. J'ai fait une cure l'année dernière, mais pas ici. Et ça m'a changé la vie, donc j'attendais vraiment avec impatience. Tout le temps, j'appelais pour savoir si ça ouvre. Donc je suis contente. On ne vient pas ici pour le plaisir, on vient ici pour se faire soigner, d'abord et avant tout. J'attendais que ça. Et dès que j'ai su, j'ai accouru, on va dire. Ça fait plus de 10 ans que je viens. Et pour passer l'hiver, il n'y a que ça, sans prendre de médicaments. Un réel besoin médical pour beaucoup d'entre eux. L'établissement thermal s'est d'ailleurs recentré sur la partie soins. Celle consacrée au bien-être reste fermée pour le moment. Tout ce qui est thalassothérapie, alors on le fait en complément, mais notre cœur de métier, c'est du médical. Il est recommandé de toute façon pour tout ce qui est arthrose, arthrite ou de problèmes rhumatologiques dans son ensemble, de faire des cures régulièrement chaque année. Cette année, avec 4 mois d'activité, beaucoup n'ont pas eu la chance de pouvoir faire leur cure annuelle et se retrouvent avec des douleurs supplémentaires qu'ils n'avaient plus et qui du coup, ils sont déçus de les retrouver, mais donc ils sont venus dès l'ouverture pour pouvoir justement essayer d'estomper ces douleurs et ainsi pouvoir passer un été dans de bonnes conditions. La cure thermale a mis en place un protocole sanitaire strict, douche automatique avec savon, sens de circulation, désinfection permanente de chaque poste, rampe et porte-manteau et prise de température à chaque entrée des curistes. Il est recommandé d'avoir été vacciné. Si ce n'a pas été le cas,
il y a un test de moins de 72 heures RT-PCR qui est demandé à l'arrivée et 2 autotests par semaine pour les curistes qui n'ont pas de vaccin. Pour l'heure, l'établissement thermal est restreint à une jauge de 50%. Il passera à 100% dès le 9 juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent, et pourra alors accueillir jusqu'à 350 personnes par heure. Mercredi à présent, mercredi 26 mai, nous vous racontions l'histoire de ce procès qui se déroule en ce moment à Nice, qui se terminera d'ailleurs la semaine prochaine, devant les assises des Alpes-Maritimes. Une affaire de disparition, un homme, père de famille de 44 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis un repas au restaurant. C'était en 2014. Claudia Olivier. C'est dans une ambiance électrique qu'a débuté ce matin la deuxième journée du procès concernant la disparition de Frédéric Castellano. Un procès qui se déroule juste derrière moi au palais de justice de Nice devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Pour rappel, ce père de famille âgé de 44 ans était allé au restaurant le 29 juillet 2014 au soir et depuis il n'a plus jamais donné aucun signe de vie. Dans le box des accusés, 2 restaurateurs de Mougins. Ils sont principalement accusés d'enlèvement et séquestration suivie de mort, ainsi que de destruction de biens d'autrui. Ce matin, l'audience s'est concentrée sur les différentes hypothèses de sa disparition. Les enquêteurs ont en effet retrouvé à la suite d'un incendie des affaires du disparu ainsi que des traces de son ADN dans un box se situant dans un immeuble où vivent les membres de la famille d'un accusé. Nous avons interrogé maître Adrien Verrier, avocat de la partie civile. Il nous explique la complexité de cette affaire. Dès l'instant où malheureusement il n'y a pas de corps qui est retrouvé, c'est toujours délicat de pouvoir se battre devant une cour d'assises pour pouvoir établir la matérialité d'un fait. Dans ce dossier, de toute façon, il y a beaucoup de pistes qui ont été ouvertes, beaucoup de pistes ont été explorées. La plupart ont été refermées, il est resté une seule piste, c'est la piste criminelle. Dès l'instant où vous avez un faisceau d'indices qui laisse penser que rien d'autre comme thèse que la thèse d'un enlèvement et d'une séquestration suivi de mort ne peut être retenu, c'est dans ces conditions que la cour d'assises doit statuer et considérer que le mobile conduit la cour d'assises à devoir se tourner vers les accusés. La façon dont les faits ont été commis conduit la cour d'assises à devoir s'orienter vers les accusés. Tout tourne vers les accusés, de sorte que la cour d'assises n'a pas d'autre choix, à mon sens, de rentrer en voie de culpabilité. Beaucoup de questions et d'hypothèses restent donc en suspens. La famille et les proches du défunt attendent des réponses concrètes à l'issue de ce procès. Un procès qui devait durer que quelques jours à la base, mais au vu de la complexité de cette affaire, il sera prolongé jusqu'à ce week-end, voire jusqu'en début de semaine prochaine. Et mercredi, nous tirions un premier bilan de la réouverture des terrasses, de restaurants et de cafés. Une réouverture plutôt bénéfique, évidemment, pour les établissements concernés. Restaurants et bars qui attendent désormais l'étape suivante de ce déconfinement. Reportage dans les Bouches-du-Rhône, signé Lucas Licata-Caruso et Valentin Rodriguez. Des habitudes retrouvées pour cette restauratrice marseillaise. Depuis mercredi dernier, son établissement a rouvert sa terrasse avec un agrandissement. Nous, on a eu la chance de pouvoir étendre un petit peu et de pouvoir surtout empiéter sur les commerces qui sont derrière nous, qui sont eux en interne, qui n'ont pas de terrasse. Et c'est vrai que nous, ça nous aide beaucoup à pouvoir faire, pouvoir attirer du monde, parce que c'est super important en terrasse d'avoir du coup la visibilité. Et oui, on en a bien profité. Et on continue à en profiter au maximum surtout. Malgré une terrasse plus grande, Colette a fait le choix de ne pas ouvrir le soir avec le couvre-feu à 21h. Pour l'instant, on n'ouvre pas forcément le soir, mais après en fonction de la demande et surtout quand le couvre-feu aura été étendu. Parce que finir à 21h, c'est pas rentable. Nous qui ne sommes pas un bar, pour des bars, c'est possible parce qu'ils ouvrent plus tôt. Pour un restaurant, 21h en plein été, quand il fait encore jour, pour l'instant, c'est pas rentable. Donc on verra après en fonction de la demande, de l'évolution de l'épidémie, des restrictions, de tout ceci. Ce restaurateur marseillais, lui, a choisi de rester ouvert le soir. Sa terrasse est complète tous les jours avec 40 couverts à chaque service. Mais il attend avec impatience l'extension du couvre-feu jusqu'à 23h le 9 juin prochain. Et ça pénalise un peu parce qu'on fait à peine un service, surtout que bon, c'est un restaurant gastronomique, donc il faut un certain temps pour préparer, pour servir les clients. Donc on est un peu pressé le soir. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Le 9 juin, on pourra retravailler à 50% dedans. Il y aura le couvre-feu à 23h, donc là, ça sera mieux. Là. Malgré l'euphorie des premiers jours, Frédéric Jean-Jean, président de l'UMI 13, préfère rester prudent.
Il va falloir voir dans la durée comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette étape-là. Qu'est-ce que ça va changer dans nos façons de travailler, dans nos façons d'évoluer, les remises en question, et puis plusieurs difficultés. La difficulté du matériel, qui n'ayant pas fonctionné depuis 7 mois, il a fallu changer, réparer. Et la difficulté du personnel, parce que l'effondrement du pouvoir d'achat à cause du chômage partiel, qui voyait la disparition des heures supplémentaires, la disparition des pourboires, la disparition de beaucoup d'avantages en nature, fait que beaucoup de nos salariés sont partis et ont fait une reconversion professionnelle. Parce qu'on ne peut pas se permettre de vivre pendant des mois avec 20-25% de revenus en moins. Donc il y a ces problématiques-là qui sont sur le tapis et là il va falloir prendre ces problèmes à bras le corps. Il faudra attendre le 30 juin pour la disparition totale des jauges et la fin du couvre-feu. Et l'un des invités du Grand Direct de mercredi, c'était Saïd Ahamada, le député La République En Marche des Bouches-du-Rhône, député de Marseille. Nous avons évoqué avec lui la rénovation des écoles de Marseille et ce plan à 1 milliard que devrait annoncer le président Macron durant l'été. Nous avons également évoqué avec lui sa mission, une mission confiée par le Premier ministre Jean Castex autour de l'égalité des chances. C'est un chapitre important de l'histoire marseillaise qui va peut-être s'écrire. Jacqueline Gourault, qui est en charge, ministre en charge des relations avec les collectivités, avait déjà avancé cette hypothèse-là. Mais là, Benoît Payan, s'il dit ça, c'est qu'il a des informations et que donc, dès cet été, on pourrait être fixé sur le calendrier et l'enveloppe débloquée par l'État. C'est ce que j'appelle de mes voeux, d'ailleurs, dans plusieurs domaines. On parle aujourd'hui des écoles. Je rappelle aussi, et on va certainement en discuter, que Gérald Darmanin était présent à Marseille il y a quelques jours, avec l'annonce il y a quelques semaines de 100 policiers supplémentaires. Moi, depuis le début, je dis qu'à Marseille, il faut un plan extraordinaire, parce que la situation marseillaise est extraordinaire, et donc des moyens à la hauteur de cette situation. On le fait pour la sécurité, on doit le faire aussi pour les écoles. Tout ça est en train de s'écrire, je dirais, mais en tout cas, la volonté est là. Et je salue d'ailleurs l'engagement du président de la République et l'amour d'ailleurs qu'il a pour cette ville, parce que dans son esprit et dans le mien aussi, tous les enfants de la République doivent avoir justement cette ouverture du champ des possibles la plus large possible, et elle se fait notamment à l'école. Les enfants passent plus de temps à l'école que dans leur famille, et donc il est extrêmement important que l'école de la République joue pleinement son rôle. Et à Marseille, on était loin quand même j'allais dire loin d'être au top, j'allais dire des conditions optimales pour un enfant puisse s'épanouir. Donc il y a la question du bâti scolaire. Il faut que l'on aide la ville. L'État fera en sorte d'aider la ville. En tout cas, moi, je pousse pour que ça soit fait. Ce sera évidemment pas un chèque en blanc. Ce sera évidemment sur la base d'un contrat pour faire en sorte que les écoles marseillaises, le plus vite possible, retrouvent, j'allais dire, ce qui fait qu'une école est une école, c'est-à-dire des murs sains, une situation saine dans laquelle les enfants peuvent ou pourront demain prospérer et je l'espère, construire leur avenir. Oui, parce qu'aujourd'hui, la réalité des écoles, alors pas toutes, mais beaucoup, il y a des infiltrations d'eau, il y a des problèmes de sécurité, c'est quand même des problèmes graves. Extrêmement graves, mais qu'on doit à qui? À ceux qui ont géré cette ville, pour être clair. Les compétences qui sont dévolues à l'État sont celles d'assurer le fait que les enfants aient un enseignant en face d'eux pour justement les instruire. La responsabilité des collectivités, en l'occurrence de la ville de Marseille, c'est de faire en sorte que des écoles soient construites et soient en bon état. Ce n'est pas de la responsabilité de l'État. Mais malgré cela, sur Marseille, nous poussons, et je pense qu'on est en voie d'aboutir, pour que l'État vienne aider la mairie à construire et reconstruire ces écoles lorsque ce sera nécessaire. Donc c'est un acte extrêmement fort qui n'a jamais été fait à Marseille, pour être très clair, alors que l'on connaît la situation des écoles depuis très longtemps. Et donc ça, on le doit à l'engagement du président de la République, à l'engagement des députés, de notre majorité, pour faire en sorte que Marseille soit toujours dans la ligne de mire du gouvernement en matière d'appui aux collectivités. Alors, vous avez évoqué la question de la sécurité, mais je voudrais d'abord qu'on évoque votre mission, parce que c'est en lien, finalement. Il y a aussi des inégalités dans la question des écoles, comme dans beaucoup d'autres questions, l'accès au transport, l'accès à l'emploi à Marseille, entre certains quartiers. Vous représentez, vous, les quartiers nord, dont vous êtes un enfant. Cette mission, donc, autour de l'égalité des chances, avec cette question des territoires, est-ce que vous pouvez nous en dessiner les contours et
surtout à quoi elle va aboutir? Quelle est votre volonté? Écoutez, cette mission m'a été confiée par le Premier ministre. Donc, égalité des chances, comme vous le disiez, sous l'angle de l'équité territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'égalité des chances, c'est énormément de domaines et énormément de questions. J'en citerai 3, dont l'équité territoriale. C'est-à-dire que je pense que l'égalité des chances, ça a 3 niveaux. Le premier, la lutte contre la pauvreté. On sent bien que si on a très peu de revenus, l'égalité des chances ne joue pas. Un deuxième niveau qui est celui de la lutte contre les discriminations individuelles, c'est-à-dire que si on est discriminé en fonction de son âge, sa taille, son poids, son genre, évidemment, l'égalité des chances ne joue pas. Mais il reste un troisième niveau, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de problématique de pauvreté ou de discrimination individuelle, selon où vous habitez sur le territoire national, vous n'avez pas la même ouverture du champ des possibles, les mêmes chances de réussir, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et donc, cette mission a pour objectif de faire en sorte que les moyens publics aillent réellement dans les territoires qui en ont besoin. Et donc d'objectiver la manière dont les collectivités allouent leurs moyens publics sur le territoire. Donc ça veut dire qu'on étudie la question des transports, la question de l'éducation, la question du pouvoir d'achat, de l'immobilier. C'est finalement une observation transversale. En fait, il y a 5 domaines qui reviennent au vu des auditions que j'ai eues et des déplacements que j'ai pu faire. Vous avez le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine du numérique, le domaine du transport, donc la mobilité. Donc tout ça sont des domaines dans lesquels il faut aujourd'hui que l'on investisse pour faire en sorte que tout le monde ait les mêmes chances partout où il est sur le territoire, qu'on soit en territoire rural, qu'on soit en territoire QPV ou dans les quartiers difficiles, mais qu'on soit aussi dans les territoires d'outre-mer. Et donc ça, c'est un contrat social du 21e siècle que l'on est en train d'écrire. Et moi, humblement, sous la houlette du Premier ministre, j'essaie d'y contribuer. J'aurai, je pense, des propositions assez fortes qui, à mon sens, mériteront d'être portées, seront portées, parce que le gouvernement ne m'aurait pas confié cette mission s'il n'entendait pas arriver à des résultats. Et j'ai bon espoir que très rapidement, on ait des résultats concrets, notamment dans une ville comme Marseille qui en a vraiment besoin. Quelle échéance pour ces propositions, pour aller connaître dans quelques semaines, quelques mois? Alors, je commence déjà à les égrener et en tester quelques-unes, mais juillet, le rapport sera rendu. Et donc, dans la foulée, vous aurez déjà des propositions qui sortiront de terre. Voilà, c'est ce que je suis en train de travailler, notamment avec certains membres du gouvernement. Mercredi, toujours dans les Alpes-Maritimes, nous nous sommes intéressés à cette opération de dépollution plutôt originale, puisque ce sont des gendarmes qui ont plongé dans un cours d'eau de Mandelieu, la Siagne très exactement. Opération de dépollution, oui, mais pas seulement, vous allez le voir. La pêche a été bonne, comme va vous le dire Alexis Ricard. La pêche a été bonne ce mercredi matin pour les gendarmes de la brigade nautique. Des batteries de voitures, un moteur de bateau, mais surtout des coffres-forts. Repérés lors d'une précédente opération, les plongeurs sont venus récupérer ces preuves qui sont aussi des sources de pollution. On était venu dans un premier temps, dans le cadre d'une enquête judiciaire, chercher des munitions qu'on a trouvées. Et lors des reconnaissances et des recherches, on est tombé sur différents objets qu'on arrivait difficilement à distinguer, puisque quand vous plongez dans des lits de rivière comme ça, c'est très sombre, tout est au toucher, tout est au palpé. On est revenu une autre fois et là on a pu distinguer qu'il s'agissait de coffres-forts, il y en a de différentes tailles. C'est pour ça qu'on a programmé cette opération aujourd'hui et il nous fallait des moyens parce que ce sont des objets très lourds, des moyens pour les sortir, c'est ce qu'on a fait avec les différents engins qui sont derrière nous. Le déplacement des plongeurs est aussi l'occasion de remonter des déchets trouvés dans la zone. Ce n'est pas la mission principale des gendarmes, mais ils font d'une pierre deux coups, une aubaine pour l'entretien du cours d'eau. Eux s'occupent de les repérer et nous, le SMIAG, on intervient pour les retirer du cours d'eau et les évacuer. Donc effectivement, il y a des pollutions qui se diffusent dans le cours d'eau et qui altèrent les milieux aquatiques et la préservation des milieux aquatiques. Trouvés sur une zone de 80 mètres dans la rivière, tous ces objets ont potentiellement été abandonnés en amont. Une fois sortis, les coffres sont inspectés et l'expertise des gendarmes va servir à trouver d'éventuelles empreintes. On voit bien que ces coffres-forts, ils ont été éventrés, ils ont été forcés, donc ça provient bien de méfaits. Donc voilà, on va se rapprocher de la brigade locale, on va faire une diffusion au niveau national et puis on va voir ce qu'il en sort. C'est le départ d'une enquête. Tandis que les gendarmes vont poursuivre leur enquête, les équipes du SMIAG, elles, s'occupent de trouver une place adéquate à ces déchets.
ailleurs qu'au fond de la rivière. Et pour clore ce retour sur la journée de mercredi, un peu de rugby. Vous le savez, en 2023, la France va organiser la Coupe du Monde. Il y aura plusieurs matchs dans notre région et le RCT Center, infrastructure totalement neuve à Toulon, qui héberge habituellement le rugby club toulonnais, va accueillir une prestigieuse équipe de la compétition qui nous vient tout droit de l'hémisphère sud. Thomas Bernabé. La Coupe du Monde de rugby approche à grands pas. Dans notre région, ce ne seront pas moins de 10 matchs qui prendront place entre le stade Vélodrome de Marseille et le stade Alliance Riviera à Nice. Pour autant, Toulon ne sera pas en reste. Idéalement située entre les deux villes hôtes, celle-ci servira officiellement de camp de base pour une équipe participante. Je ne vais pas vous donner le nom de l'équipe, mais si vous regardez le calendrier, vous avez quand même un pays qui doit être champion du monde, qui joue 2 matchs à Marseille. Ça pourrait donner quelques indications sur potentiellement. Ils ont en plus un bon représentant, un bon ambassadeur à Toulon. Donc potentiellement, on pourrait se dire oui, que pourquoi pas l'Afrique du Sud à Toulon. Pour autant, rien n'est gravé dans le marbre. L'Angleterre ou encore l'équipe de France pourraient elles aussi investir les lieux si l'Afrique du Sud choisit un autre site. Dans tous les cas, le président du RCT, Bernard Lemaître, se réjouit par avance d'accueillir une équipe internationale. Preuve, s'il en fallait, du rayonnement de Toulon et du RCT dans le paysage du ballon ovale. Je crois que cet outil de travail est tellement exceptionnel qu'il attire déjà beaucoup de monde. Et aussi bien un joueur néo-zélandais qu'un Sud-Africain qui sont ici, où le capitaine de l'équipe de France disent bon, il n'y a pas l'équivalent. Donc voilà, ça va certainement attirer du monde. Et pour notre équipe, pour le RCT, pour notre club, je pense que ce sera un facteur tout à fait favorable de bonne réputation, on dirait. Rendez-vous donc le 9 septembre 2023 pour le premier match de poule organisé dans notre région. L'Angleterre et l'Argentine s'affronteront ainsi au stade Vélodrome de Marseille. Jeudi, à présent, avec à la une de l'actualité, la fin programmée du télétravail pour le 9 juin prochain. C'est en tout cas la volonté de la ministre du Travail qui souhaite que les entreprises privées s'arrangent avec leurs salariés. Vous allez le voir, dans les Alpes-Maritimes, certains ont pris leurs habitudes et les patrons, eux, de leur côté, ont plutôt hâte de retrouver leurs employés. Claudia Olivier. Paulina travaille pour une start-up niçoise, mais depuis plus d'1 an, elle n'a pas remis les pieds dans son entreprise. Pour cet employé, télétravailler représente de nombreux avantages. On apprend aussi à être, on est livré à nous-mêmes, donc on apprend à gérer notre emploi du temps et nos activités, nos missions tout seul, même si on a quand même un accompagnement, que ce soit avec nos collègues ou nos responsables par téléphone, on est quand même assez autonome et indépendant, donc ça a été pas mal. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, souhaite la fin du 100% télétravail à partir du 9 juin. Rythme adapté, moins de pression ou encore gain de temps et d'argent. Paulina souhaite que le retour au bureau se déroule progressivement. Pour moi, c'est en tout cas comme passerelle pour sortir de ce confinement et de ce 100% télétravail. Je trouve que c'est vraiment la meilleure chose à faire de pallier les deux. Et ensuite, espérons qu'un jour, bientôt, on reprenne le présentiel à 100%. Les entreprises privées auront la possibilité de déterminer le nombre de jours adaptés de télétravail pour leurs employés. Mais pour le fondateur de la start-up, le retour au présentiel est primordial. On avait besoin vraiment d'avoir la cohésion de groupe, que tout le monde soit présent, parce que chaque fois qu'on lançait une nouvelle chose, on se concertait un peu tous, on faisait un tour de table et voilà, on s'adaptait pour pouvoir proposer la meilleure chose possible. Donc on avait besoin de l'avis de tout le monde et voilà pourquoi je m'orientais plutôt vers du physique et pas du télétravail. Pour Honoré Guetti, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la mise en place du télétravail a permis de faire émerger une nouvelle manière de travailler. Le grand avantage qu'on va en retirer, c'est qu'il y a de nombreux endroits. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut travailler partout. On se rend compte que l'important, c'est qu'il y ait la fibre. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir enfin peut-être avoir au niveau du territoire, une revitalisation du territoire, parce que le télétravail est possible partout. Un projet de protocole sanitaire est en discussion jusqu'au 31 mai. Gestes barrières, port du masque, distanciation sociale seront toujours obligatoires. Les pots entre salariés seront également réautorisés sous certaines conditions.
Je dis toujours cette polémique sur laquelle nous revenions à Marseille suite à une décision votée par la métropole. La communauté Emmaüs de la Pointe-Rouge ne peut plus accéder gratuitement aux déchetteries. L'association caritative, évidemment, ne compte pas en rester là. Les explications sont signées Manon Mujica. C'est la polémique du jour. La communauté Emmaüs de la Pointe-Rouge se voit refuser l'accès aux déchetteries. Le camion part d'ici à 9 h. Il arrive à 10 h sur la plateforme et là on lui signifie que le tonnage a été dépassé pour l'année et que maintenant il fallait s'acquitter de la taxe. Une taxe estimée entre 30 et 40 000 euros, colossale pour l'association qui, depuis sa création, a toujours bénéficié d'une gratuité. Emmaüs refuse de payer chaque année les 250 tonnes de déchets ultimes, c'est-à-dire les dons de particuliers qui sont abîmés et non recyclables. Elle renvoie la balle à la métropole qui a voté en faveur de cet affranchissement, jugé absurde. Les filières de recyclage ne sont pas mises en place. Nous avons des problématiques sur le plastique, la porcelaine, vaisselle, où il n'y a aucune filière, ce qui représente un tonnage de 47% de nos déchets. Ces filières-là, nous, on ne peut pas les inventer. Si la métropole ne règle pas le problème ou travaille sur les filières, on ne peut pas le faire seul. C'est leur boulot, c'est à eux de mettre en place des choses. La mairie de Marseille n'a pas tardé à réagir. Benoît Payan se dit scandalisé et affiche son soutien à la communauté Emmaüs. Moi, je demande à la métropole de ne surtout plus les taxer, de ne pas les taxer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens qui nous aident à moins polluer, à trier. Ce sont des gens qui fabriquent de la solidarité. C'est quand même l'histoire de l'abbé Pierre, cette histoire-là. C'est quand même la solidarité avec les plus humbles, avec les plus pauvres. Et la seule chose que trouve à faire Martine Vassal, c'est de les taxer. Sous le feu des critiques depuis hier, la métropole n'a pas donné suite à nos multiples sollicitations. Questionnée à ce sujet alors qu'elle était invitée chez nos confrères de France Bleu Provence, Martine Vassal indique. Il y a des règles et des lois. Nous allons essayer de convaincre Emmaüs de trier en amont parce que c'est important aussi que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour trier les déchets. Je suis sûre qu'un terrain d'entente sera trouvé la semaine prochaine. La semaine prochaine, car une réunion est prévue pour tenter de trouver une issue à ce bras de fer. Autour de la table, la direction d'Emmaüs, la ville de Marseille et Roland Giberti, vice-président de la métropole en charge de la gestion des déchets. Et sur ce plateau, jeudi, nous étions en compagnie de Philippe Delbucco. Il est recteur délégué à l'enseignement supérieur pour la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons évoqué avec lui les premières réponses sur la plateforme Parcoursup ainsi que la réforme des études de santé. On est en pleine période Parcoursup. Je crois que les premiers résultats, les premières réponses sont désormais disponibles. Quel bilan vous faites? On sait que ce dispositif, il inquiète, il fait encore parler. Donc est-ce que tout le monde aura une réponse dans les temps? Et on peut peut-être rappeler aussi le processus, parce qu'on n'en a pas forcément une là dans la première salve de réponses. Il inquiète, mais tout le monde s'accorde à penser que c'est un système qui est plus efficace pour les élèves que le système précédent. Bon, voilà. Parcoursup se met en place progressivement. Et d'ailleurs, son succès, c'est qu'il y a de plus en plus de formations qui sont offertes sur Parcoursup. C'est-à-dire que demain, l'étudiant, l'élève, futur étudiant, aura accès sur Parcoursup quasiment à toute l'offre de formation, quelle que soit son origine, universitaire, école d'art. Ce que vous voulez dire, c'est que pour les universités, les écoles publiques privées, il y a un effet d'appel aujourd'hui Parcoursup, c'est-à-dire que pour eux, c'est incontournable d'être sur la plateforme. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on comprend bien les tensions chaque année. Il faut que chacun comprenne qu'on est dans une croissance de la population étudiante depuis plusieurs années, et qui va continuer à croître au cours des prochaines années. Une idée, hein, chaque année, en France, actuellement, c'est une université de taille moyenne en plus en termes d'étudiants. L'année dernière, 24 000 étudiants, cette année, à peu près l'équivalent. Donc on a un mouvement structurel. Qu'est-ce qu'on peut dire aux élèves? En même temps qu'on constate cette augmentation du nombre d'étudiants, on a augmenté significativement les places. C'est-à-dire, on les a augmentées dans la même proportion. Pour autant, après, la question est de savoir, en fonction de l'offre et de la demande, il n'y aura pas peut-être autant de places dans la maîtrise d'histoire, et il faudra peut-être choisir d'autres formations. Mais ça, c'est inévitable. Mais en tout cas, d'un point de vue quantitatif, les places qui sont créées, et notamment par les universités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont là pour faire face à la demande.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire qu'à ce mouvement structurel s'est rajouté un mouvement conjoncturel que vous connaissez, oui. C'est-à-dire une population du baccalauréat qui réussissent le baccalauréat dans des proportions plus importantes. Un peu inhabituelles, oui. Un peu inhabituelles. Liées à la crise sanitaire. Hein. Voilà. Donc c'est un point qui me paraît extrêmement important. Mais vraiment, ce qu'il faut dire, c'est qu'en même temps, l'augmentation des capacités est là pour faire face à cet afflux d'étudiants. On a un point de vigilance, c'est les réorientations. Dans la mesure où il y a beaucoup plus d'étudiants qui sont rentrés dans le système et où peut-être ils n'ont pas trouvé la formation qui était véritablement... Oui, ils veulent se réorienter, donc ils s'inscrivent sur Parcoursup. Ils veulent se réorienter. Et donc nous, on a un point de vigilance. Voilà, on a un point de vigilance sur les orientations qui sont beaucoup plus importantes que les années précédentes. Alors il nous reste 3 minutes maximum pour un dossier important. Vous y avez déjà répondu dans un reportage sur notre antenne, ce sont les études de médecine, PASLAS. Il y a là aussi une discussion. Alors on va essayer de faire simple. En gros, les études sont réformées et il y a une année tampon où les doublants et les primants cohabitent dans un système qui va changer l'année prochaine. En gros, les primants se sentent lésés parce qu'ils n'auront pas la possibilité de redoubler et ils demandaient en fait que plus de places leur soient réservées vis-à-vis des doublants. Alors c'est un sujet assez complexe sur le papier. Vous avez débloqué des places supplémentaires, mais les primants disent que ce n'est toujours pas pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, forme de fin de débat sur ce sujet-là? 3 minutes, mais 3 mots. On est passé d'un système qui ne faisait que sélectionner, la PACES, avec très très peu d'élus et un gâchis humain incroyable, à un système où non seulement on sélectionne, mais surtout on forme. En même temps que l'étudiant est inscrit en PASS et en LAS, il va passer son concours, mais il est formé. Et il est formé à poursuivre des études s'il le souhaite. Si on continue à raisonner comme l'ancienne PACES, on peut avoir effectivement une vision biaisée. Alors c'est vrai que cette génération qui est la génération de mise en œuvre de la réforme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a jamais créé autant de capacité d'accueil en seconde année des études médicales en France que cette année. L'augmentation a été de 14% au niveau national. Elle a été de 19% à Nice, elle a été de plus de 10% à Marseille. Alors j'entends que c'est jamais suffisant. J'entends qu'au regard du fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui se dirigent vers les études médicales, le taux de pression ne cesse d'augmenter. Mais il faut savoir aussi que ces places, elles sont créées au regard des besoins, au regard de ce qu'il est possible d'accueillir en stage dans les CHU, au regard des besoins tels qu'ils émanent de la direction générale de l'ARS locale. Et donc, vous voyez, quand on met bout à bout tous ces critères, vraiment, je crois qu'on a fait au mieux. Et je dis toujours, nous avions choisi de vous parler de la réouverture des arènes d'Arles. Réouverture programmée le 6 juin prochain avec du public et donc une corrida. Reportage sur place signé Luca Licata-Caruso. Fermées depuis plus de 6 mois, les arènes d'Arles pourront bientôt rouvrir leurs portes. Le 6 juin prochain, elles seront les premières cette année en France à accueillir une corrida. Et cerise sur le gâteau, le public sera de la partie. 2900 aficionados sont attendus dans les arènes. C'est le cœur battant de notre ville, les arènes, c'est le centre de la ville. On avait donc demandé une dérogation spéciale auprès du préfet pour pouvoir aller au-delà de la jauge de 1000 et être en quelque sorte territoire d'expérimentation. Et donc nous avons eu cette validation et hier nous avons pu faire cette annonce qui nous rend évidemment très heureux. Un retour du public dans cette enceinte historique qui fait le bonheur des habitants et commerçants du quartier. Moi je suis contente que la vie reprenne. Comme moi j'habite ici à l'année, je trouve ça bien qu'il y ait du monde à l'année et que la saison reprenne. Et c'était pas possible que ça dure ça. L'animation, le passage, les visites et bien sûr pour nous des affaires, du commerce. Qu'on attend bien sûr avec impatience après cette année de vaches maigres, pour pas dire de taureaux maigres. Vous y retournerez-vous à l'arène? Ah bah bien sûr, oui. Son de cloche différent pour ce restaurateur. Il regrette le manque d'animation autour des arènes en hors-saison. Ça représente 2 férias par an, donc 4 jours, 5 jours par an, plus il y a quelques courses camarguaises. Donc c'est quand même dommage d'avoir un monument comme ça sur un emplacement. On a aussi tout ce qui va avec, des loyers par rapport à l'emplacement et le monument. Et on n'a pas d'activité qui va avec, donc c'est vraiment dommage. Une problématique qui pourrait bien changer cette année. Les arènes d'Arles accueilleront en septembre les championnats du monde de beach volley, un événement qui pourra donc animer également l'arrière-saison.
Enfin, dernier temps fort de l'actualité de jeudi dernier, cette rencontre avec le jeune Théo Pourchère, pilote de Formule 2. Espoir du sport automobile français, il s'est imposé sur la piste de Monaco. C'était le week-end dernier. Théo Pourchère, qui est originaire de Grasse. Le reportage et la rencontre donc sont signés Alexis Ricard. Il a commencé à piloter ici, sur cette piste de kart près de Grasse. Théo Pourchère est aujourd'hui dans l'antichambre de la Formule 1, la Formule 2. Le week-end dernier, il a raflé la pole et la victoire à Monaco, de quoi prendre la 3e place du championnat à 17 ans. Il fallait s'habituer très vite, s'adapter au circuit très vite. Et voilà, le fait d'être le plus jeune poleman, le plus jeune vainqueur d'une course de Formule 2 et de l'avoir fait à Monaco, c'est top. Et en plus, voilà, Monaco, c'est un peu ma course à domicile, c'est le circuit le plus proche de Grasse. On a eu plusieurs pilotes. Théo Pourchère en fait partie. Il a commencé ici à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, on est très très fiers de lui car il est arrivé, il est en Formule 2. Il vient de gagner le Grand Prix de Monaco en Formule 2. Et il a accepté gentiment notre invitation de venir parler un peu de son expérience aux jeunes. Je pense que ça va leur faire plaisir. Le mercredi, les jeunes pilotes viennent s'entraîner et se tirer la bourre. Pour l'occasion, ils avaient beaucoup de questions à poser aux pilotes grassois. Combien de fois par semaine tu t'entraînais au karting? Alors, au tout début, je venais ici. Voilà, c'était 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, maximum le mercredi et le week-end. Le conseil déjà, c'est de prendre énormément de plaisir. Je leur ai dit, c'est hyper important. C'est un sport qui est exceptionnel. Voilà, pour moi, c'est le plus beau sport au monde. Et pas tout le monde peut faire ce sport déjà, donc il faut prendre énormément de plaisir, il faut en profiter et ensuite il faut travailler dur. En pleine ascension dans le sport automobile, Théo est un exemple à suivre pour ses apprentis pilotes. Oui, j'ai envie de faire comme lui. Il est vraiment impressionnant parce que moi, je le regardais toujours courir sur... En plus, là, c'était sur la piste de Monaco. Je l'ai vu. Il était en pole et en plus, il a fait la course. Il a fini premier. C'est waouh. Et en plus, il n'a même pas le permis de conduire. Prochaine étape pour Théo, le circuit de Bakou en Azerbaïdjan, le 6 juin prochain. L'actualité de vendredi à présent est ce nouveau jeu dangereux qui circule dans les cours de collège des Alpes-Maritimes. Il s'appelle le rêve indien et il consiste pour les adolescents à s'hyperventiler, ce qui provoque ensuite une syncope. Les risques sont multiples comme la paralysie, des convulsions ou encore la mort. L'Académie de Nice est bien sûr très vigilante sur la question. Claudia Olivier. C'est gaffé. Ciao. Depuis quelques jours, ces vidéos circulent sur le réseau social TikTok. Des jeunes se lancent ce défi qui consiste à se provoquer une syncope. Le rêve indien, c'est le nom de cette pratique qui se répand dans les cours des collèges des Alpes-Maritimes. Ouais, il tombe et après il est inconscient et il se relève et il se souvient plus de rien. Nous on savait juste que c'était un jeu débile genre pour faire genre juste tomber dans les pommes, mais en fait c'est plus dangereux que ça. Mais pour cette maman d'un collégien, c'est le choc. Elle met en cause le contrôle des parents sur ce que font leurs enfants sur Internet. Il faut que les parents en fait, aient le contrôle parental, même s'ils sont adolescents. Il faut toujours avoir l'œil dessus, quoi. Et parler avec les enfants. Moi, c'est la première fois que j'entends. Enfin, je connaissais le jeu du foulard, mais pas celui-là. Dans ce collège situé à Nice, les enseignants, infirmiers et la principale ont décidé de sensibiliser les jeunes. Est-ce que tout le monde a compris que c'est un jeu dangereux et que je ne veux pas que ce soit pratiqué dans ce collège? On est d'accord là-dessus? Les conséquences de ce jeu dangereux peuvent être très graves, jusqu'à la mort. Pour ne pas les inciter à le faire, on essaye d'être bref, tout ça. Donc empêcher l'arrivée de l'air dans le cerveau, voilà, ça a des conséquences très graves au niveau, parce que ça peut entraîner des convulsions et des lésions au niveau du cerveau jusqu'à la mort. La directrice l'assure, aucun cas n'a été constaté dans son collège. Elle souhaite aussi prévenir et informer les parents sur la présence de ce nouveau fléau des cours de récré. D'informer les parents à travers une communication écrite pour leur dire donc d'être vigilants. Il y a ce jeu, on a pris effectivement connaissance de ce jeu, d'être vigilants sur ce que regardent leurs gamins sur les réseaux sociaux et quand ils parlent de ce fameux jeu rêve indien, bien qu'ils sachent au moins ce que ça veut dire.
Jeu du foulard, jeu du briquet ou du potager, ces jeux apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent. Selon Nice Matin, sur la journée d'hier, 6 cas de rêve indien ont été recensés sur la Côte d'Azur. Le recteur de l'Académie de Nice, Richard Lagagné, est conscient du problème. Effectivement, ce sont un phénomène assez récurrent. Les réseaux sociaux jouent un rôle important en termes de diffusion. Ça touche notre académie et ça en touche d'autres. Et donc, ça suppose de notre part un travail de sensibilisation extrêmement récurrente. Il y a 3 ans déjà, des collégiens de l'Académie de Nice avaient réalisé une vidéo de sensibilisation. Les jeunes pointaient déjà à l'époque ces jeux dangereux et leur diffusion sur les réseaux sociaux. Vendredi, toujours, nous revenions sur la décision du tribunal de commerce de Marseille qui a prononcé la liquidation judiciaire de la chaîne de magasins de vêtements pour enfants, la Compagnie des Petits. Une décision qui conduit au licenciement de 219 des 260 salariés, principalement sur le site de la Pen Mirabeau. Manon Mjica. La Compagnie des Petits, c'est fini. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé hier la liquidation judiciaire de l'enseigne de prêt-à-porter. Le siège social des Pen Mirabeau est amené à disparaître. Donc avant, là, tout ce que vous voyez derrière était plein, tout était plein. Donc là, on vide tout, on met tout sur des palettes qui vont partir au soldeur. Donc on a déjà fait partir 8 semis et là, on continue le travail. Dans le détail, 172 emplois sont supprimés, à peine 41 sauvegardés. L'entreprise de lingerie Valège reprend à son nom 5 boutiques. Le site de puériculture Allo Bébé, l'autre marque de la maison mère H3M, est lui racheté par la société Lulilo. Pour l'ensemble des salariés, c'est la fin d'une interminable attente, après 4 mois de procédure. La fin aussi d'une aventure collective, débutée il y a 25 ans pour Valérie. C'est quand même vraiment bien amusé. Le tout avec beaucoup d'amour. La combi de surfeur. Alors forcément, au moment de faire ses adieux, le cœur est lourd. Ce soir, quand on quittera la porte, oui, je pense qu'il y aura de l'émotion, il y aura des larmes, il y aura... Voilà, il faut fermer... Il faut fermer ce chapitre-là, mais sans aucun regret parce que on est allé jusqu'au bout, on n'a pas quitté le navire, on s'est battu autant qu'on pouvait et même si on a réussi à sauver que 41 emplois, sachant que nous on savait que de toute façon nous-mêmes on était condamnés, la bataille elle valait le coup d'être menée pour ces 41 familles qui au moins aujourd'hui ne tombent pas. Même sentiment pour Gérald. À 49 ans, il s'interroge sur la suite. Est-ce qu'on n'est pas trop vieux pour trouver un nouvel emploi? Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes. On ne sait pas où on va. De l'inquiétude et de l'amertume aussi. Beaucoup pointent du doigt la mauvaise gestion de l'entreprise créée en 91 par un dirigeant chinois. Après 15 ans de prospérité, le chiffre d'affaires s'est progressivement érodé. Une situation absolument désastreuse, un état de déficit très important, des erreurs de gestion, une procédure de redressement judiciaire qui aurait dû être mise en œuvre depuis au moins 2 ans pour éviter de se trouver dans une telle situation. Et c'est probablement à cause de ça que des repreneurs n'ont pas été intéressés par racheter la marque La Compagnie des Petits. Le procureur de la République a d'ailleurs ouvert une enquête au sujet d'éventuelles fraudes et abus de confiance commis par la direction dans les mois précédant le redressement judiciaire. Et puis vendredi, dans le Grand Direct, un invité exceptionnel, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui était sur la Côte d'Azur, à Nice et à Cannes, pour dédicacer son dernier ouvrage, Impressions et lignes claires. Nous avons évoqué le livre, évidemment, avec lui, mais aussi certains de ses souvenirs alors qu'il était à Matignon. Lorsqu'on lit les pages de ce livre, la première des choses qui vient comme une confirmation, c'est que finalement, ce n'est pas un long fleuve tranquille que de diriger. Vous évoquez même l'angoisse qui vous a saisi au moment de prendre votre fonction. Est-ce qu'à un moment donné, cette angoisse, elle s'est transformée quand même en sérénité pour pouvoir diriger ? L'angoisse qui vous saisit avant d'accéder à des responsabilités importantes, elle n'est pas propre à un Premier ministre. Je pense que vous avez eu la même, ou en tout cas d'une nature comparable, lorsque vous avez commencé votre carrière professionnelle ou lorsque vous avez franchi une étape de votre carrière professionnelle.
Cette angoisse-là, elle est saine. Je pense qu'elle est assez générale, elle est saine. Et donc, nous avons choisi de la décrire telle que nous l'avons vécue. Mais ce que nous décrivons aussi, c'est qu'au moment où nous entrons à Matignon, au moment où j'entre avec Gilles à Matignon, cette angoisse-là, elle disparaît et on se concentre sur le travail. Et le travail est intense, il est extrêmement varié dans les difficultés qu'il présente, mais il est aussi exaltant. Donc, ça n'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre votre question. Ça n'est pas non plus l'enfer de Matignon. Je ne crois pas du tout à ce terme que je n'ai jamais accepté pour moi-même. C'est un travail exigeant, souvent très contraint, qui vous place face à des décisions qui sont rarement faciles à prendre. D'ailleurs, si elles avaient été faciles à prendre, elles auraient été prises ailleurs. Mais c'est aussi une chance incroyable qui vous est donnée de servir votre pays et de faire du mieux que vous pouvez, si j'ose dire, au service de vos concitoyens. Donc, au total, après 3 ans, on n'est jamais complètement serein. Mais on sait aussi la chance qu'on peut avoir d'exercer ses responsabilités. Comment on prend la décision, Édouard Philippe, quand on est Premier ministre, qu'il faut trancher, affronter l'opinion publique, rendre des arbitrages aussi? Comment on fait pour ne pas trembler? Écoutez, il faut toujours douter d'une certaine façon, mais il ne faut pas que ce doute vous interdise d'agir. Et donc, le mieux, c'est d'être à l'aise avec les décisions que vous prenez, même quand elles sont difficiles et même quand vous savez qu'elles seront impopulaires, même quand vous savez qu'elles sont risquées. Si vous êtes à l'aise avec une décision, vous la portez facilement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une décision, ce qui peut arriver, bien entendu, ce qui arrive parfois, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce que vous avez quelque part dans le coin de votre tête l'idée que si ça se passe mal, vous auriez dû faire autrement et vous n'êtes pas totalement en phase avec la décision que vous avez prise. Quel regard vous portez sur la situation politique dans notre région à quelques jours, semaines d'élections régionales cruciales? Le Front National caracole en tête et la droite est fracturée sur la question de l'alliance à La République En Marche, la droite, les Républicains. Quel regard vous portez? J'ai cessé de commenter les hésitations et les positions respectives des leaders du parti Les Républicains. Il y a de nombreux mois. Ce que je sais, c'est que ici, à Nice et dans la région sud, comme partout, il y a une campagne régionale qui est en cours. J'aurai l'occasion tout à l'heure de croiser Christian Estrosi et probablement de dîner avec lui parce que nous sommes amis depuis longtemps, que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait à Nice en tant que maire. Nice est une ville incroyable, j'y viens régulièrement, elle se transforme, elle est belle et il a une vision pour Nice. Je sais qu'il fait un remarquable travail ici. J'aurai l'occasion d'évoquer avec lui la situation politique, bien entendu, mais je veux dire ici toute l'estime et toute l'amitié que je lui porte. Je crois que vous regrettez que dans le débat politique, on perde un peu aussi de vue le débat d'idées, de propositions. Vous serez demain à Cannes. Le maire de Cannes, David Lisnard, à droite, est souvent évoqué comme quelqu'un qui porte justement des idées et qui pourrait apporter un renouveau dans le débat politique. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Je le connais depuis longtemps, je l'apprécie. Et c'est vrai qu'il a cette fascination que je partage d'ailleurs avec lui assez largement pour le débat intellectuel, mais pas simplement pour le débat intellectuel éthéré, celui où finalement on serait dans la joute d'idées sans aucun rapport avec la réalité. Il est maire, comme moi, et il aime ce qu'il fait, et il essaie de mettre en rapport son expérience pratique et une forme de réflexion intellectuelle sur ce que doit faire le pays. Je trouve ça passionnant. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui sur tout, et ça ne veut certainement pas dire qu'il est d'accord avec moi sur tout, mais au moins je constate qu'il y a là un interlocuteur qui permet de faire avancer le débat, et c'est au fond quelque chose dont nous devons tous nous réjouir. Et dans l'actualité de ce vendredi, il y avait également le début des travaux de restauration du Laborieux. Le Laborieux, vous le savez, nous vous en avons déjà parlé, c'est ce remorqueur historique des chantiers navals de la Seine-sur-Mer, laissé à l'abandon depuis 30 ans. Thomas Bernabé. C'est un jour exceptionnel pour le Laborieux. Ce bateau, situé derrière moi, abandonné depuis plus de 30 ans ici, près du Fort Balaguer, va connaître une restauration exceptionnelle grâce à une équipe de bénévoles passionnés. Alors qu'un camion-grue va venir détacher le rouf cheminée qui se trouve juste ici dans quelques minutes, Claude Magnien, membre de l'association Les Amis du Laborieux, nous explique un petit peu les différentes étapes qui ont conduit à cette rénovation exceptionnelle. Sur ce bateau, pour l'instant, on est devant le rouf, et ce rouf, c'est-à-dire cet espace, il faut le découper pour pouvoir enlever ensuite le moteur. Le moteur qui est donc situé juste à la plombe. On a donc coupé les supports de moteur
parce que les boulons étaient prisonniers, quoi, hein, donc on les a coupés. Il faut imaginer que c'était rempli d'eau et d'huile ici dans le bateau. C'était rempli jusqu'à peu près là. Alors c'était de l'eau, de l'huile, de la graisse, du gasoil, et puis bien sûr tous les détritus, quoi, hein, puisqu'il était un peu laissé. Découpage, déboulonnage et vidange, tout un programme avant de pouvoir enlever le toit du bateau. Quelques minutes à peine après la fin de notre entretien avec Claude, le camion arrive sur site et commence l'enlèvement des pièces. Ça y est, le toit ainsi que le moteur sont désormais à terre. Un toit provisoire a également été installé en attendant la rénovation. Marc Lefebvre, vous êtes le président des Amis du Laborieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des prochaines étapes de cette restauration ? Alors les prochaines étapes vont attaquer dès le début juin, puisque nous allons attaquer à nettoyer, poncer la timonerie et la partie avant pour ce qui est le mois de juin. Et nous allons aussi commencer à enlever le béton à l'intérieur du bateau, puisqu'il faut le savoir qu'il y a 4,5 tonnes de béton à enlever à l'intérieur du bateau. Alors on imagine que voilà, tout cela a un coût évidemment. Comment nos téléspectateurs peuvent vous aider à restaurer ce morceau du patrimoine sénois ? Je pense que c'est assez simple. Il faut d'abord rentrer dans l'association. En l'occurrence, l'association coûte 10 €. Il y a des gens qui disent 10 balles pour rentrer dans l'association. À ce jour, nous sommes 183e inscription. Nous serons 200 dimanche. Il y a des dons de fait. Il y a des gens qui nous ont apporté des dons. Il y a des sociétés, des particuliers. Il y a des gens de toute la France qui sont rentrés. Et tout le monde est très content de ce qu'on est en train de faire avec le groupe. Merci beaucoup Marc Lefebvre pour ces explications. Alors vous l'avez vu et entendu, il faudra encore être un petit peu patient pour pouvoir admirer le Laborieux entièrement restauré. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'avec de la passion et beaucoup d'huile de coude, tout est possible. Et bien entendu, nous avons terminé la semaine en évoquant l'événement de ce week-end, la fête des mères. Ce dimanche, nous nous sommes baladés, enfin plutôt Marie Giusto s'est baladée au marché de Nice à la recherche de quelques idées cadeaux entre classiques et idées plus ou moins originales, avec quand même une préoccupation, faire travailler le commerce local. La file d'attente ne désemplit pas. Les fleuristes sont déjà pris d'assaut pour la fête des mères. C'est la plus grosse journée de l'année. Ce dimanche, ils vont composer quelques 400 bouquets. C'est un très gros week-end pour nous. C'est carrément un des plus gros week-ends de l'année. Je pense même que ça devance la Saint-Valentin, parce que c'est vraiment une fête où voilà, il y a les grands-mères, même les grands-mères on fait aussi. Donc pour nous, oui, c'est une grosse journée. Pivoine, rose, les classiques restent indémodables. Certains niçois achètent même les fleurs en avance pour ne pas attendre trop longtemps dimanche matin. Des roses surtout, je veux composer un beau petit bouquet. Je vais déjà les prendre maintenant parce que c'est vrai qu'après j'aurai pas trop le temps, donc j'anticipe un petit peu. D'autres optent pour un peu plus d'originalité et des cadeaux personnalisés. L'occasion aussi de faire travailler les artisans locaux. C'est très important, même pour ma mère aussi, c'est quelque chose d'assez valorisant en fait. Je préfère un petit artisan, c'est plus valorisant. Avec la réouverture des grands magasins, justement, il y a moins de passages cette année. Pour le moment, Charlotte n'a pas beaucoup de commandes, mais elle compte sur l'achat de dernière minute. Dernière minute, dernier carat, on passera vite fait ici parce qu'on s'essaie du tout de suite. En 1 heure, ça peut être prêt, donc au cas où, il reste moins. Il y a de la demande, mais c'est pas comme les autres années. Mais je pense qu'on verra dimanche comment ça va se passer. Fort heureusement pour les commerçants, la fête des mères arrive quelques jours après le début du déconfinement. En famille ce dimanche, il faudra tout de même penser à respecter les gestes barrières. Voilà, l'actu de la semaine, c'est terminé. On se retrouve dès demain soir sur les antennes d'Azur TV à partir de 18 h pour le grand direct.